justifié? Alors moi je pense qu'au-delà d'être un boomer, c'est surtout être un gros con. Direct, voilà, c'est posé. Là, voilà. Le conventionnel, les commentaires, ça va fuser. Et voire même au-delà, peut-être être même la meilleure caméra professionnelle. Ouh, tu vas loin là. C'est la caméra ultime en fait. Ouais. Les gamins qui montent sur CapCut, je suis admiratif parce qu'ils sont hyper forts. Tu vois faire et tout, bah, ça va extrêmement vite. Non seulement il faudrait être dans un déni le plus total pour dire que l'iPhone c'est pas une caméra pour faire du pro. Aujourd'hui tu peux pas faire de mauvaises images à moins vraiment d'y mettre de la mauvaise volonté. Les autres identiques parce qu'il y a des gens... Un coucher de soleil, d'une vague, d'un macro sur une rétine. Voilà, ça maintenant tout le monde va être capable de le faire, donc il va falloir chercher autre chose. Alors, tu dis, ouais, ok, allez, vas-y, je pars avec 2 iPhones ou je pars avec une Osmo Pocket. Mais ça serait dingue, tu vois. Ça serait fou. Peut-être qu'on y viendra. Hein. Et merci à Miss Numérique de rendre cet épisode possible. Que ce soit pour de l'équipement photo comme vidéo, et que ce soit en magasin ou depuis leur site internet, tu peux être certain de trouver ce dont tu as besoin rapidement, facilement et au meilleur prix. Tu as même un choix sur de l'équipement d'occasion. Il y a aussi leur service annexe avec la location d'équipements photo, vidéo et lumière depuis leur magasin de Nancy. L'expédition se fait le jour même si tu commandes avant 17 h, et puis c'est surtout un service après-vente de qualité ainsi qu'un programme de fidélité exclusif qui te récompense pour chaque commande passée. Et si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à utiliser l'un de nos codes créateurs qui s'affiche à l'écran. Un tout grand merci à Miss Numérique de soutenir notre podcast. François, si je te dis, et je vais donner une définition aussi par après, si je te dis qu'à l'heure actuelle, dire que l'iPhone n'est pas une caméra, voire même une bonne caméra, c'est être un boomer, et par boomer, je veux dire que c'est quelqu'un qui va refuser de vivre avec son temps et de refuser peut-être d'utiliser les technologies qui sont présentes dans son temps. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est justifié, c'est pas justifié? Alors moi je pense qu'au-delà d'être un boomer, c'est surtout être un gros con. Direct, voilà, c'est posé. Là, le conventionnel, les commentaires, ça va fuser. C'est ça, non, j'exagère. C'est évidemment, on est d'accord que je pousse le trait très fort, mais c'est vrai que moi j'ai pu par le passé faire partie des gens, je pense comme toi aussi, qui à juste titre considéraient que il n'y avait pas non plus d'usage professionnel qui pouvait se prêter à un smartphone, parce qu'on parle d'iPhone, mais smartphone en règle générale, même si là encore ça va fuser dans les commentaires, mais en termes de vidéo, je pense que l'iPhone pour les pros a quand même d'application en tout cas. Voilà, on a de sérieux arguments quand même par rapport à la concurrence, mais à une époque c'était pas du tout envisageable. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites. Alors, ce qui va être intéressant de discuter dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre du marketing. Parce qu'Apple est très fort. Et puis surtout, ils marketent énormément sur ça. Et puis, ne serait-ce que le nom, c'est il y a les iPhones, il y a les pros et il y a les iPhones normaux. Alors, la notion de pro, elle est quand même... elle est vague. Elle est vague. Mais il y a quand même ça. Et puis, quand ils nous font chaque keynote chaque année, on a des démonstrations techniques. On nous dit que c'est une caméra incroyable. On nous montre des clips, des films, des courts-métrages, des trucs qui sont fous. Alors, à prendre avec des pincettes, on va pas non plus aller 100% dans le sens d'Apple à dire, effectivement, prendre pour argent comptant que l'iPhone va remplacer toutes les caméras. Ce qui, en tout cas, est sûr, c'est que ça sert à rien d'opposer un smartphone et un corps caméra, un boîtier photo vidéo ou purement vidéo, parce que ce ne sont pas les mêmes usages. Non. Maintenant, est-ce que c'est un appareil professionnel? Là, je pense que on peut totalement dire oui. Moi, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Je pense que toi aussi, on va pouvoir en discuter un petit peu et voir un petit peu déjà quels sont les critères qui, selon toi, font que l'iPhone, c'est une caméra professionnelle. Et voire même au-delà, peut-être être même la meilleure caméra professionnelle. Ouh, tu vas loin là. Je vais loin sur un élément, moi, qui m'ennuie énormément, par exemple, avec nos caméras actuelles, c'est que pour moi, l'iPhone, en tout cas, proposera toujours la meilleure interface et ergonomie d'utilisation de caméra. Et je prends pour exemple en fait l'application de Blackmagic avec la Blackmagic App qui en fait a cet avantage, et ça c'est indéniable, qu'elle peut être mise à jour n'importe quand, constamment, des correctifs de bugs. Quand on voit en tout cas à l'heure actuelle nos fabricants de caméras à quel point ils galèrent sur les mises à jour, que des fois ils doivent faire marche arrière par rapport à des mises à jour qui ont été défaillantes, ce genre de choses-là, c'est quelque chose sur lequel nos outils sont archaïques
face en tout cas à la puissance des smartphones et justement de cette possibilité du jour au lendemain de devenir un tout autre outil. Parce qu'ils ont cette possibilité de mettre à jour via des applications. Et ça, en fait, c'est juste dingue. Quand tu vois juste ne serait-ce que les systèmes de menus, et là, je mets toutes les marques dans le même panier, les systèmes de menus déroulants dans lesquels il faut aller chercher, on en parle souvent, mais moi, les menus, généralement, quand j'ai un nouveau boîtier, je passe 1 à 2 jours à les poncer pour me faire des raccourcis pour ne plus jamais avoir à y mettre un pied parce que c'est un enfer. Ce qui fait que régulièrement on me demande c'est où de telle fonction dans tel menu. J'en sais foutre rien parce que je me suis fait des raccourcis justement pour ne plus jamais avoir à me poser la question. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les applications pour smartphone où généralement une application mal pensée, elle sera juste pas utilisée. Exactement. Et donc, elle va faire un bit. Donc, il y a une obligation de la part des développeurs d'applications d'avoir des applications bien pensées. Et tu parles de Blackmagic, elle est incroyable. L'application Blackmagic. Et gratuite en plus, c'est ça qui est fou. Et en plus de ça, gratuite. Donc, c'est vrai que pour le coup, il y a une ergonomie, il y a des fonctionnalités, il y a vraiment absolument tout ce qu'on peut rêver et même plus. Tu as déjà fait des fois plus de possibilités techniques dans un iPhone que dans certains boîtiers. C'est ça. C'est juste incroyable. C'est ça qui est monstrueux. Et au-delà même de ça, de nouveau, où là je vais même placer le principe donc de caméra iPhone au-dessus de toutes nos caméras du marché, c'est sur l'utilisation des modes automatiques. En mode automatique, que ce soit sur l'exposition d'une image ou le réglage audio, l'iPhone met une claque à toutes les caméras. Il n'y a aucune caméra sur le marché qui a une gestion audio aussi bonne que enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, un iPhone, tu peux enregistrer ce que tu veux, tu n'auras jamais un son saturé. C'est ça. Ça n'existe pas en mode automatique. Les gens ne se seront peut-être pas rendus compte quand on le dit comme ça, mais en fait, quand vous allez voir un concert et que vous filmez, généralement, le son filmé avec un iPhone, il est tout à fait audible une fois que vous écoutez. Il ne sature pas parce qu'en fait, il y a un limiteur très intelligent. Je pense très bien fait. Tout est hyper bien fait, ce qui fait que le son est extrêmement bon. Même quand tu vois, il y a plein de tutos que tu peux voir sur Internet où les gens te disent, tu veux une voix off, pas chier à acheter des micros comme ça qui coûtent je sais pas combien. Tu prends ton dictaphone. Secret de monteur pro à faire. Un mouchoir, un dictaphone pour avoir un son un peu feutré. Et le rendu est incroyable. Incroyable. Donc, que ce soit sur la partie audio et même donc l'exposition automatique, je veux dire, il y a quand même la majorité, en tout cas, des utilisateurs de smartphones ne peuvent pas imaginer, en tout cas, la complexité d'avoir une justesse pareille dans l'exposition d'une image, parce que justement, ils utilisent un outil qui est hyper puissant. Totalement. Ils utilisent l'iPhone qui est hyper puissant et donc ils se rendent pas compte de ça. Et même en termes de traitement d'image, c'est-à-dire de la façon dont l'appareil va gérer les informations qu'elle va capter, tu te retrouves quand même à avoir la grosse limitation, en fait, c'est la partie optique. Capteur et lentille. Et tu te retrouves quand même avec des images avec un capteur minuscule qui, dans certains cas, rivalise, je dis bien dans certains cas, rivalise avec des très gros capteurs en termes de définition, de précision. Alors, c'est parce qu'aussi il y a une partie software, c'est ça, qui fait que ça fait des années et des années qu'ils travaillent sur la partie logicielle, parce qu'ils sont obligés de compenser par cette partie logicielle justement. C'est peut-être là aussi la différence, c'est-à-dire que les constructeurs de boîtiers, ils ont cet avantage de la partie optique, de la partie capteur, qui d'elle-même déjà donne un énorme avantage par rapport à un tout petit capteur de smartphone. Et donc ils se sont, à mon avis, pas sentis en danger. Et je pense qu'ils se sentent toujours pas en danger. Il faudrait qu'ils commencent peut-être. Mais aujourd'hui, Apple, ils ont réussi à combler en fait ce handicap de départ. Ils n'ont pas cherché en fait à faire des plus gros capteurs, à faire des appareils photo dans un téléphone. En fait, ils ont cherché à améliorer le soft pour que le rendu final, processé par la puissance incroyable des puces qu'il peut y avoir dans ces boîtiers, dans ces téléphones, ait un rendu similaire à certains appareils photo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bluffant sur certains trucs. Tu vois, moi par exemple, je me suis amusé quand j'ai reçu mon dernier iPhone à faire un unboxing. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un unboxing en filmant avec un iPhone. C'était l'iPhone de génération juste avant. Et donc, j'ai fixé mon iPhone sur un système, tu vois, en top shot. J'ai filmé le truc. Et alors, je me suis rendu compte que
le rendu que j'avais, alors en log évidemment, en ProRes, en log, en 10 bits, comme je l'aurais fait avec un boîtier, pour pouvoir l'étalonner après derrière. Et je me suis rendu compte que dans ce contexte-là, c'était génial. J'avais pas besoin d'avoir une optique qui couvrait à 1.8 quoi, déjà. Mais quand je rapprochais la boîte et le boîtier de mon capteur, j'avais juste ce qu'il me fallait de flou d'arrière-plan. Naturel, je parle pas de portrait numérique. Hein. J'avais juste ce qu'il me fallait de flou d'arrière-plan pour qu'esthétiquement ça soit joli. Mais j'avais aussi une profondeur de champ suffisamment large pour aussi être net tout le temps, ne pas avoir de problème de mise au point. Et clairement, ce plan-là, je le montre à n'importe qui, je mets au défi, alors je l'ai étalonné après, derrière et tout, je mets au défi quiconque de me dire avec quoi c'est filmé, ou de me dire que c'est fait avec un smartphone, ne serait-ce que ça. Vraiment, c'est dans certaines situations, c'est énorme. On parlera des limitations après. On va parler justement ça. Je me dis que pour les personnes qui sont peut-être réfractaires justement à l'utilisation de son iPhone en tant que caméra, pour moi, un bon pied à l'étrier, il y a deux choses. La première, c'est lorsqu'on utilise en tout cas son iPhone en tant que caméra, c'est d'arrêter de l'imaginer comme autre chose qu'une caméra. C'est la première étape. Il faut se dire, je n'ai plus un téléphone en main, je n'ai pas une machine à mail, je n'ai pas une console de jeu. Limite, tu le mets en mode avion, quoi. Voilà, j'ai une caméra avec moi. Il faut s'enlever de l'esprit que l'iPhone n'a de nom que phone dedans, c'est tout, mais en attendant, c'est une caméra. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de commencer à l'utiliser comme étant une caméra de préparation. Ça veut dire d'utiliser des applications qui nous permettent, par exemple, d'avoir des cadrage suivant le type en fait de base de données de caméra, suivant les types de base de données d'optique, et se dire ok, j'arrive dans un endroit, on va me demander par exemple de filmer une personne, mais au lieu de prendre du temps à sortir mon boîtier de mon sac à dos, de ma pelliqueuse, mettre une optique, etc., je prends une application comme ça qui me permet de savoir ok, avec telle base de données, j'ai choisi tel boîtier plus telle optique, ça sera le bon retour visuel que j'aurai. Et donc on sait à l'avance en tout cas composer son cadre avec son smartphone, que ce soit lié justement à la composition d'un cadre ou même tout simplement à faire du repérage en amont lorsqu'on est dans un endroit ou dans un spot où on se dit « Ah, c'est pas mal, tiens ça, bah tiens, je ferais bien aussi des photos. » Donc en fait, c'est d'utiliser son iPhone comme étant une caméra de préparation. Ça, je pense que c'est déjà un bon pied à l'étrier pour essayer de voir autrement, en tout cas, son iPhone qu'un smartphone et peut-être se dire « Ok, bah, peut-être que ça peut faire le job. » Il y a aussi une autre façon de vraiment essayer de shifter en fait d'état d'esprit, c'est aussi de commencer à accessoiriser le smartphone. Bien que ça amène une problématique dont je parlerai à la fin, mais moi je sais que j'ai acheté une cage Small Rig pour mon iPhone, pour pouvoir y fixer une poignée, surtout un porte-filtre aussi pour pouvoir y mettre des filtres ND, parce que l'air de rien, un truc qui fait très smartphone, c'est généralement quand on l'utilise brut de décoffrage et qu'on filme en pleine journée à vitesse réelle, où là on a un rendu très sharp, très découpé, pas de flou de mouvement, rien du tout. Donc de suite, en fait, le simple fait de caler un filtre ND dessus, ça change drastiquement le rendu qui fait beaucoup moins smartphone. L'autre chose qui est intéressante, c'est depuis les dernières générations où on a de l'USB-C, c'est de pouvoir y adjoindre un disque externe. Alors il y a de plus en plus, moi j'en ai reçu 2 en test qui sont sympas, des disques qui sont dédiés spécifiquement au smartphone, donc qui ont une ergonomie assez sympa. Donc certains qui sont MagSafe, certains qui sont juste qui se plug mais qui sont tout petits et qui sont très intéressants, qui vont permettre grâce à ces disques durs là aussi de pouvoir considérer ce que tu disais, l'iPhone comme une caméra, parce qu'on va pas se poser la question est-ce que ça va me remplir tout mon disque interne, parce que s'il faut commencer à mettre du 1 Tera, déjà qu'un iPhone c'est très cher, si on met 1 Tera de stockage à l'intérieur, là on est à plus de 2000 euros. C'est une fortune. C'est déjà trop, enfin déjà c'est cher, mais là c'est encore pire. Et donc ce disque là, il va permettre d'utiliser les codecs au mieux de ce qu'on peut faire, à savoir le ProRes et l'Apple Log. Alors c'est vrai que c'est un truc, moi je me rappelle, je sais plus quelle génération, je crois que c'était le 13 ou le 12 Pro qui a amené le ProRes. Le 13. Le ProRes sans le log, hein. Le premier ProRes, il n'y avait pas de log, c'était juste du ProRes. Oui, c'était le 13. Et donc, c'est passé un peu inaperçu.
À l'époque, je me rappelle, moi, quand j'avais vu la keynote et que j'avais vu ça, on j'étais là, on était dingue, c'était mais dingue. quoi? Mais du dingue. ProRes sur un téléphone, mais c'est incroyable. Alors pour ceux qui savent pas, le ProRes, en fait, c'est un codec d'enregistrement qui est assez peu compressé, c'est ça, qui va nous permettre d'avoir donc justement 10 bits. C'est au niveau des couleurs, au niveau et surtout de la de fluidité dynamique. au niveau du montage. Et la fluidité au niveau du montage, puisque c'est le codec natif de nos timelines. Donc quand on met ça directement, pas besoin de faire de proxy, Exactement. etc. Et puis on a beaucoup plus d'informations. Et puis après ça est arrivé le fameux Apple Log, qui est extrêmement bon. C'est Et un qu'on n'a log... pas vu venir quand même. Ah non, moi j'y m'attendais pas. Pas vu venir. Là, ça a été quand même une claque de se dire que putain, les gars sont en train de nous faire dans une présentation mondiale une keynote qui est censée s'adresser à un truc mainstream, qui est censé s'adresser à tout. Là, ils commencent à parler de log. Mais c'était dingue, quoi. Ouais, c'était fou. Et alors, pour l'avoir utilisé, moi, j'étais quand même extrêmement dubitatif sur ce log. Et les premières fois où on l'a utilisé, je me rappelle, c'était avec Marie, on a fait du format vertical avec. On rentre à la maison, alors j'applique 2-3 trucs de colo, je Rec 709, machin, ma lutte de look, j'étais là, mais c'est incroyable, en fait, dans certains cas. Je vois pas la différence avec mon boîtier, parce que le truc qui saute aux yeux en fait quand c'est un boîtier, c'est le flou d'arrière-plan sur des focales un peu longues, etc. Où vraiment là tu vois quand c'est du téléphone ou quand c'est un boîtier. Mais certains plans où tu as très peu de flou d'arrière-plan, mais vraiment la différence, elle est, il faut vraiment aller zoomer très fort dans l'image pour voir la différence. Ben en fait, c'est vouloir voir la différence. Oui, voilà, c'est ça, c'est vouloir le voir. C'est-à-dire que je me mets dans une démarche où je ne prends pas le temps de regarder ce que j'ai en face de moi, mais j'analyse ce que j'ai en face de moi pour me dire je veux voir la différence. On parlait justement de dire qu'on allait éventuellement parler des limitations. La première limitation que moi je vais retrouver par rapport à ça, c'est que, et même avec le fait qu'on ait maintenant de l'USB-C et de l'enregistrement de façon externe, c'est que sur, en tout cas, les fichiers master, il n'y a pas de backup. Ouais. Donc, on a quand même des possibilités en temps réel d'envoi, en tout cas via des applications comme Frame.io, etc., des applications qui nous permettent d'envoyer sur le cloud des copies, mais qui sont des copies allégées du fichier master. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas, sur les fichiers master, il n'y a pas de backup. Ça, en tout cas, c'est la première limitation que je vais voir. Et évidemment, les limitations qui sont liées aux lentilles qui sont présentes, même si les accessoiristes s'en sont donnés à cœur joie, en tout cas, pour nous donner accès à des lentilles anamorphiques, oui, des lentilles macro, des télézooms. On a maintenant, à l'instant où on tourne ce podcast, est sortie la bande-annonce du jour de 28 ans plus tard, ouais, et qui donc lui, voilà, filmé à l'iPhone, et avec de l'utilisation d'optique par-dessus. Avec un adaptateur pour mettre des optiques ciné, etc. Parce que là où je trouve aussi où il y a de la limitation, c'est que l'optique principale, donc, qui est un équivalent de 24 mm, est très chouette. Moi, par contre, tu vois, l'optique téléobjectif, elle est dégueulasse. Franchement, je trouve qu'elle a un rendu qui fait extrêmement smartphone. Ouais, elle est dégueulasse. On dirait presque que c'est du zoom numérique, tu vois. Donc, je l'utilise quasiment jamais parce que je la trouve vraiment pas jolie. Vraiment, et le grand angle, il est sympa, mais il est un peu plus anecdotique en fait. Ouais, il est fun. Disons que ça me rappelle un peu l'époque vidéo de skate sur MTV, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça a un truc un peu sympa. En photo, c'est plus sympa qu'en vidéo. Mais et puis donc il y a ça. Vraiment, il y a qu'une optique qui est exploitable. Et puis une autre limitation, en fait, c'est un peu tout le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on a parlé d'ergonomie, on a parlé d'accessoirisation. Il y a des moments où tu te dis, alors quel est l'intérêt si je dois riguer mon iPhone comme un sapin de Noël par rapport à un boîtier et où j'ai les deux, où j'ai mon téléphone pour faire mes trucs de téléphone et j'ai mon boîtier pour faire mes vidéos et mes photos. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu as mis une poignée, un filtre ND, un disque dur, une batterie et des micros, t'oublies de t'en servir comme un téléphone, quoi. Ça, pour le coup. Ah oui, ça n'est plus. Allô. Voilà, tu peux plus faire autre chose avec. Et des fois, c'est même un peu contraignant parce que pour peu qu'ils se mettent en veille, il faut attendre le Face ID, le machin. Tu peux te retrouver dans une situation un peu naze. Et surtout, en fait, tu perds ce côté extrêmement intéressant moi, j'ai mon appareil photo dans ma poche. Tu vois, où là. Voilà, à partir du moment où il faut riguer, ça me pose un peu problème. Et puis, il y a une notion d'ergonomie aussi. Tu disais, tu vois, l'ergonomie de l'application Blackmagic, elle est incroyable.
pour une appli de smartphone. Et alors moi, j'ai quand même un gros problème, c'est que T'aimes bien des boutons physiques? j'aime bien. Et puis dans les mains, je suis pas à l'aise pour filmer avec mon téléphone. Tu vois, si en vertical, un peu comme ça, je le tiens bien. En horizontal, c'est pour moi pas naturel. J'ai les doigts qui vont se mettre sur les lentilles. D'où le fait de la cache qui est intéressante. Voilà. Mais tu perds ce côté run and gun. En fait, ce côté je dégaine mon téléphone. Tu perds ce côté discret, tu perds ce côté run and gun, mais ça n'empêche en tout cas que ça reste quand même, même si c'est un sapin de Noël, c'est un plus petit sapin de Noël que quand t'as un boîtier, c'est quand même moins lourd, etc. On en a pas parlé ici encore. Il y a de la chauffe qui est présente. Oui. Il y a de la chauffe qui est présente, c'est un fait. Et suivant les conditions, la batterie qui fond comme neige au soleil. Alors on voit ça aussi de notre prisme à nous avec le type de vidéos qu'on fait. Quand je pense, il y a des reporters, tu vois, dans des zones un peu sensibles, ou des choses comme ça. Là, on arrive à quelque chose qui fait totalement sens, en fait, d'avoir juste ça. Il y a aussi des choses maintenant qui viennent comme la Osmo Pocket, par exemple, aussi, qui sont très, très, très discrètes. Mais ça, l'avantage, c'est que même sous une tempête, ça passe. Il y a aucun problème. Et puis comment dire, résistant à l'eau, résistant à tout ce que tu veux. Donc c'est quand même très costaud. Tu lui mets une bonne coque de protection. Le machin, il craint rien du tout. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tu vois, il y a des limitations dans certains registres, mais pas forcément dans tous. Et dans d'autres, tu te dis, c'est la caméra ultime en fait. Oui. Et même si tu veux, je pense, tu vois, même du docu dans des zones sensibles. Mais tout à fait. Attends, en log avec une bonne étalo et machin derrière, tu peux faire des trucs incroyables. Mais alors, on n'en a pas encore parlé, même si on en avait l'envie. On parle d'accessoirisation. On va quand même rappeler maintenant que toutes les keynotes à l'heure actuelle sont filmées avec un iPhone. On en a déjà parlé en off. C'est vrai que c'est à rappeler que oui, en effet, cet iPhone va par contre être placé sur une grue qui coûte peut-être 100 000 $, avec des prompteurs qui seront peut-être à 3 ou 4 000 $, avec des lumières, il y aura peut-être pour 20 000 $ de lumière. Voire plus. Ouais. Mais le constat, c'est quoi? C'est que, en fait, même si c'était une Arri Alexa, il y aurait exactement la même accessoirisation. C'est ça. En fait, souvent, l'argument qui vient, c'est que il y a les gens qui disent, ouais, mais en fait, ils se foutent de notre gueule, Apple, parce que il y a tout un tas d'éléments extérieurs qui viennent faire que nous, on pourra jamais sortir cette image-là, etc. C'est pas faux. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand bien même on a une caméra de ciné, ça n'enlève pas la nécessité d'avoir tous ces trucs-là autour. C'est ça. Les caméras de ciné sans un bon éclairage, ça sera pourri, quoi. Enfin, clairement. Vraiment, tu mets un très bon éclairage avec un iPhone versus un très très mauvais éclairage avec une Arri Alexa, tu vas préférer l'image de l'iPhone. Évidemment. Donc c'est un vrai argument sans être un vrai argument. C'est-à-dire que non, sans accessoirisation, on va pas retrouver le look de la keynote, nous, Pékin moyen, ou la personne qui est pas du tout vidéaste avec son iPhone. Ça, c'est sûr. Maintenant, dire que c'est de la triche parce que au cinéma, ils font pas comme ça c'est totalement faux parce que c'est dans les conditions d'un tournage de cinéma. Et que ce soit avec grosse caméra ou avec petit iPhone. Et c'est surtout le fait que ça peut aussi enlever cet iPhone. C'est un monstre d'accessibilité dans le sens où, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, je reçois le message d'un fils d'un de mes clients qui me dit j'aimerais commencer la vidéo, etc. Est-ce que tu peux me conseiller? J'ai vu tel boîtier, telle chose, etc. Et ma réponse, ça a été de lui envoyer le lien de ma vidéo tuto de plus d'1 heure de l'application Blackmagic App en lui disant commence déjà avec ça. Ça va déjà en plus t'ouvrir plein de questions. Donc commence déjà avec ça. Ça t'amènera des questions. Essaye de répondre aux questions qui vont s'amener par rapport à l'application. Mais fais déjà ça. Avant d'essayer de faire quoi que ce soit, de savoir si c'est bien d'acheter tel boîtier Sony ou telle caméra d'action GoPro ou telle chose. Commence déjà avec ça, ce que tu as déjà en poche. Et alors, tu vois, moi j'ai exactement le même discours parce que très souvent, tu as des gens qui me disent il y a pas très très longtemps, il y a quelqu'un que je connaissais qui m'envoie un message qui me dit ouais, ma fille elle veut se mettre à la photo, à la vidéo, qu'est-ce que tu me conseilles comme boîtier? Alors on pose toujours la même question, quel est ton budget? Et alors généralement la réponse elle est ric-rac. Voilà, c'est 300 €. C'est ça. Alors dites-vous bien que à 300 €, vous aurez jamais mieux que votre téléphone, jamais. même si date, même si c'est un iPhone d'il y a 4 ou 5 ans, à 300 €. Et même sur de l'occasion, 300 €. Non, il y aura rien d'intéressant. Donc déjà, dans ces budgets-là, c'est mort. Et surtout,
les iPhones récents sont de très bonnes caméras. Et même, j'ai envie de dire, à l'époque, j'avais fait une vidéo sur la Osmo Pocket, justement, où je disais que j'en voyais pas l'intérêt, et ça avait été mal interprété à ce niveau-là, parce que moi, j'étais dans une logique de caméra pour débutants, et que en fait, pour moi, ça faisait encore une caméra, alors que on a des choses folles avec nos smartphones, et je suis pas pour la surconsommation. Maintenant, la Osmo Pocket, elle a d'autres qualités qui font que je l'utilise et que toi aussi tu l'utilises. Et qui fait que le combo même iPhone Osmo Pocket, c'est incroyable. Ça marche très bien. Mais dans le cadre de je veux une caméra pour démarrer, eh ben clairement, et puis il y a, tu vois, l'histoire de budget. Oui, mais c'est très cher un iPhone. Oui, mais si tu prends un téléphone à 600 € et une caméra à 700 ou 800 €, eh ben au total, tu as payé le prix d'un iPhone. Et tu n'auras pas forcément un meilleur rendu. En fait, quand on dit c'est cher un iPhone, ben c'est cher uniquement si tu prends les tout modèles haut de gamme. Tu vois. Moi, en tout cas, dans mon utilisation que j'ai de l'iPhone avec l'utilisation professionnelle que j'ai, pour moi, ce n'est pas cher parce que j'utilise tellement de fonctionnalités tu le rentabilises. C'est rentabilisé. C'est rentabilisé. Là où c'est cher, c'est qu'on commence à prendre des modèles qui correspondent pas en fait à nos besoins. C'est tout. Si tu commandes à prendre le dernier cri parce que tu veux ça. Ici, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est tous les deux avec le 16. Juste avant, j'étais avec le 13, tu vois, 3 générations. Enfin, si on commence à surconsommer et à prendre des modèles qui nous concernent pas, ben oui, évidemment, c'est cher. Donc c'est un peu de cette logique-là. Mais en attendant, on a un outil qui fonctionne super bien, qui est un monstre d'un point de vue accessibilité, qui offre en tout cas de la vidéo à Monsieur Tout le Monde et à des niveaux, mais qui sont inimaginable. C'est du jamais vu au final, une démocratisation. C'est ça. Enfin, la présence des outils que je sais pas, les plus jeunes se rendent peut-être pas compte, mais la présence des outils que tu as aujourd'hui dans un iPhone en version pro, c'est des choses qu'on a attendu des années pour avoir sur nos boîtiers. De la 4K à 120 images par seconde, sans crop, en log et en 10 bits. Encore aujourd'hui, tu as des boîtiers à plus de 2000 €. Voire même certains, quasiment dans les 3000. Dans les 3000 qui ne le proposent pas. Qui ne le proposent pas. Alors, oui, on est d'accord, la partie optique, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout sur le même calibre. Mais tout le monde n'a pas cette nécessité d'avoir ce type d'optique-là qu'on utilise nous ici et qui nous conviennent parfaitement. Et tout le monde n'a pas forcément la possibilité de pouvoir avoir et un smartphone et un boîtier performant. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de situations dans lesquelles l'iPhone se retrouve à être un très bon choix pour un rendu à condition de s'y connaître un petit peu, qui est incroyable. C'était il y a pas plus tard que donc c'était quand le salon de la photo, c'était au mois de donc la salon de photo de Paris, c'était octobre. Tu avais des chaînes de télévision, je crois que c'était BFM qui était présent sur place pour vite faire un espèce de micro-trottoir. La journaliste était avec sur son trépied un petit rig à l'iPhone avec une petite minette dessus pour éclairer, avec son micro BFM et donc ils bossent eux avec ça. Et en vrai, pourquoi est-ce qu'ils bosseraient avec autre chose? Ah oui, non mais totalement. Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils, d'un point de vue temps de mise en place, on a l'exposition auto qui est fait, ils sont connectés certainement avec les serveurs de la chaîne que ça envoie avec le cloud. Pourquoi est-ce qu'ils, en fait, on n'en est pas encore venu par rapport à ça, mais il y a une raison aussi qui est énormément, et si on prend la tranche des créateurs de contenu actuels, il y a une raison en fait qu'ils utilisent leur smartphone ou leur iPhone, c'est qu'en fait, nos équipements qu'on utilise à l'heure actuelle, ils restent archaïques. Ils restent contraignants, voilà. Contraignant. Et avec toujours une espèce de barrière qui nous dit non, ça va être compliqué avant de savoir les utiliser. Tu vois, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait qui est un peu dans l'imaginaire d'ailleurs, parce que bien utiliser un iPhone, c'est aussi compliqué. Hein. C'est voire même peut-être même plus un peu compliqué. Plus. Moi, je sais que j'aime travailler à l'iPhone dans certains cas pour le challenge, pour essayer de me dire voilà, je veux avec cet appareil-là arriver à un rendu qui ressemble à ce que je peux faire avec mes autres caméras, mais ça va me demander plus de réflexion pour le type
de contenu que je veux faire. Maintenant, il y a plein de types de contenus pour lesquels ça va être plus compliqué ou plus long de faire avec un boîtier. Après, c'est aussi une histoire d'habitude. Tu vois, pendant longtemps, moi j'avais fait jaser parce que à une époque, je faisais mes TikTok avec une Red Komodo. Et les gens me disaient mais c'est overkill, c'est machin. Et je répondais totalement. Mais j'ai pas acheté la Red Komodo pour faire du TikTok. Ouais. Juste, elle est dans mon bureau. C'est ça. Elle est setup. Quand je l'utilise pas, elle est setup comme ça. Et en termes de post-traitement, moi, je trouve plus facile, de par les habitudes de travail que j'ai, je trouve beaucoup plus facile. Et les raccourcis que tu t'es mis en place. Voilà, je trouve beaucoup plus facile de faire le post-traitement d'un TikTok en l'ayant filmé à la RAID sur mon ordi avec toutes mes habitudes de travail que d'utiliser CapCut sur mon téléphone. Ça me rend, moi, les gens qui, alors je vais faire boomer, mais les gamins qui montent sur CapCut, je suis admiratif parce qu'ils sont hyper forts. Tu vois faire et tout, ça va extrêmement vite. Et ils arrivent à sortir des trucs très très précis. Moi, j'y arrive pas. Moi, laisse tomber, je peux pas. Donc maintenant, CapCut a une version desktop, tu aussi, sais. Ouais. Ils ont une version PC. Mais là où ça a été intelligent, et c'est là où on pourrait voir quasiment un switch dans les années à venir. Donc pour celles et ceux qui le savent pas, ma compagne Caroline, elle est prof de couture en ligne, et donc elle partage son savoir au niveau de la couture en ligne, etc. Donc forcément, quand je discute avec elle, c'est de la création de contenu majoritairement du coup avec son smartphone, même si je lui ai mis un Fujifilm X-S20 entre les mains et qu'elle fait pas mal de choses aussi avec, et d'ailleurs ça permet aussi de se démarquer. Mais donc c'est intéressant parce que j'ai toujours évidemment un retour d'informations, que ce soit d'elle ou en tout cas des collègues avec qui elle évolue, d'autres créatrices de contenu là-dedans, qui sont toujours à l'utilisation du smartphone. Et même quand ils veulent dépasser l'utilisation du smartphone, elle m'expliquait que telle personne dernièrement venait de prendre une formation de montage, et la formation de montage c'était sur CapCut. C'était sur CapCut. Donc c'est presque intéressant de se dire que il y aurait rien de déconnant que peut-être d'ici 5 ans, on ait un CapCut qui soit rentré dans les mœurs au même titre qu'un Adobe Premiere, qu'un Final Cut. C'est des choses qui peuvent arriver. En fait, en vrai, quand tu vas pas faire de l'étalonnage, quand tu fais pas des VFX autres que ceux qui sont un peu trendy, c'est là où ils sont très forts. CapCut, c'est qu'ils sont à l'affût de toutes les trends. Exactement. Et qu'en fait, ils mettent intègrent des automatiques. Voilà, ils simplifient en fait l'utilisation pour que tous les effets un peu trend qui sont un peu compliqués à faire si tu les fais manuellement sur un ordi, ils soient automatiques. Les sous-titres, ça a été parmi les premiers à mettre les sous-titres automatiques. Oui, tout à fait. Que même nous, il y a des moments où au début, on est quasiment passé par un abonnement pour se dire, putain, ça nous facilite la vie. Tellement. On exportait la vidéo justement de nos logiciels pour la mettre vite dans CapCut et avoir les sous-titres parce que c'était plus simple en fait. Le masquage qui est arrivé sur Final Cut Pro 11 du coup il y a assez récemment, en fait CapCut l'avait depuis des plombes à détourer en fait juste en faisant en sorte que l'appli elle soit capable de déceler un sujet. Alors c'était pas parfait, mais ça l'a proposé très rapidement, et pour les attentes des TikTokers par exemple, c'était largement suffisant. Donc c'est vrai que il y a aussi toute une économie de la vidéo qui ne nécessite absolument pas du gros matos tel qu'on peut l'avoir nous, et qui en fait est ravi d'utiliser un smartphone, et que quand ça monte en gamme là-dessus, et en plus je pense que ces gens-là ils vont même pas aller chercher le ProRes et le log. Non, pas du tout. Tu vois, c'est overkill. Oui, c'est overkill. Pourquoi donc au final en fait il y a je pense que pour revenir à une thématique de départ, c'est que non seulement il faudrait être dans un déni le plus total pour dire que l'iPhone c'est pas une caméra pour faire du pro, et par pro j'entends pour gagner sa vie. C'est ça. Et parce que c'est non seulement c'est pas une opinion, c'est un fait aujourd'hui. Il y a énormément, que ce soit des créateurs, comme tu le dis, des chaînes de télé, maintenant des longs métrages au cinéma qui sont réalisés et qui sont un peu plus quand même que c'est parce que bon, quand que tu des penses, projets. Tu penses à Snow Steam Iron de Snyder, c'est un court-métrage, c'est des essais, un peu conceptuel. Paranoia de Soderbergh, en fait, c'est aussi un peu conceptuel. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le film, je sais pas si tu l'as vu, il est très malaisant. Mais c'est volontaire. En fait, du coup, c'est très réussi parce que si tu veux, c'est filmé avec un iPhone 7 de mémoire, et donc en fait, ça se passe dans un hôpital psychiatrique.
Et donc en fait, ça amène un côté très très malaisant qui est volontaire de la part du réal et qui se prête très bien à cette histoire, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est enfermé à tort dans un hôpital psychiatrique. Ouf, ok. Et L'angoisse. Voilà, et en fait le rendu smartphone ajoute à cette angoisse. C'est ça. C'est très très bien pensé, mais ça reste un concept. Okay. Aujourd'hui, j'ai hâte de voir 28 ans plus tard, parce que je suis persuadé que ça va être tout en sachant que de mémoire, c'était 28 jours plus tard qui avait été filmé entièrement au caméscope. Oui. C'était avec un caméscope. Oui, avec un rendu très chelou. Ouais, aussi, très chelou, mais super intéressant. Donc en effet, je suis aussi très content de voir, enfin très impatient de voir ça. Et en fait, par moment, je me demande si ce qui fait que certaines personnes, en tout cas, ont quasiment une dent au final contre l'utilisation de l'iPhone comme caméra, c'est peut-être que là où toi et moi, on est vraiment, on a un engouement de se dire que ça donne de l'accessibilité à tout le monde, que ça donne même l'illusion pour certaines personnes de savoir filmer au final, hein, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais ça en fait peut-être chier d'autres, de se dire, mais non, pourquoi est-ce qu'on peut pourquoi rendre facile quelque chose que nous on considère comme difficile? C'est un peu comme toutes les évolutions technologiques au final. C'est un peu le même problème avec l'IA qui donne de l'accessibilité à tout un chacun, à des compétences qui autrefois étaient réservées à une certaine élite. Et aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est hyper intéressant parce que si aujourd'hui tu as besoin d'un téléphone, et c'est un fait, pour faire une vidéo qui va faire le tour du monde, ça veut dire que c'est pas le téléphone qui a rendu ta vidéo possible. Ah, pas du tout. C'est ce qu'il y a dans la vidéo et c'est l'idée que tu as eue, et tu n'as pas été limité par un outil. C'est-à-dire que la personne qui a fait cette vidéo géniale, qui a plu à la quasi-totalité des terriens, eh ben en fait, c'est pas avec l'outil qui a été utilisé pour le faire qui a été important, mais c'est la mise en pratique de l'idée qui a été importante. Et je trouve que quelque part, moi je trouve ça hyper excitant parce que tu te dis, on va s'affranchir de plus en plus avec toutes les technos qui arrivent de ces limitations techniques pour au final venir valoriser les idées. Oui. Et ça, c'est quelque chose, moi, pour lequel je milite depuis longtemps, en disant que le matos, on s'en fout plus ou moins, que quelle que soit la caméra, aujourd'hui, tu peux pas faire de mauvaises images à moins vraiment d'y mettre de la mauvaise volonté. Putain, et que, bah, au final, ce qui va différencier les gens, c'est ta composition, c'est ta photographie, ça va être ton storytelling, ça va être une vision originale et novatrice que, en fait, on va peut-être aussi assister justement à la fin de ces contenus clones aussi, où tu vois 50 vidéos qui sont les copies les unes des autres identiques, parce que il y a des gens... D'un coucher de soleil, d'une vague, d'un macro sur une rétine. Voilà, ça maintenant tout le monde va être capable de le faire, donc il va falloir chercher autre chose. Alors, je suis pas non plus sur-optimiste à me dire que ce autre chose sera peut-être pas du storytelling, ce sera peut-être, tu vois, des hooks toujours plus putaclic et des trucs toujours plus des espèces de hacks pour grappiller le peu d'attention que les gens ont encore sur les réseaux, mais peut-être aussi que ce sera moi je le vois plus comme un challenge de narration, de storytelling, et à ce niveau-là où je me dis que c'est très très chouette, c'est une grosse opportunité. Au moment où on fait cet enregistrement de podcast, j'ai investi dans une toute nouvelle caméra, la Canon C80, mais ça n'empêche que pour moi, dans mes envies, ça serait de trouver en tout cas une certaine cible de projets et de clientèle dans lesquels par contre je pourrais en fait intégrer deux outils, c'est-à-dire mon iPhone avec un petit rig et une Osmo Pocket. J'adorerais en fait trouver un concept sur lequel j'ai cette facilité en tout cas de tournage, de mise en place, et sur lesquels du coup je pourrais aussi avoir une diminution au niveau du tarif, mais par contre tout en gardant, et ça c'est important et c'est là où je pense où se trouve le challenge, en gardant la clientèle qui fonctionne avec exactement la même réflexion que tu as une grosse caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en règle générale, les clients qui cherchent un petit prix, c'est pas les clients les plus faciles, malheureusement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon challenge, mais moi, j'en suis presque à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que je viens d'acheter ici une nouvelle caméra à 5000 balles hors taxe que j'ai pas quand même l'envie de me dire, j'aimerais bien trouver un petit créneau. Moi,
une limitation à ça, qui fait que pour l'instant, pour moi, c'est pas possible. J'ai la même envie que toi parce que c'est vrai que moi, plus j'avance, plus j'ai envie d'être minimaliste et de prendre le moins de choses possible avec moi. Il y a une limitation, c'est que généralement, moi, j'ai un combo que j'adore utiliser, c'est 35-85 mm. Ah ouais, et donc un boîtier dans chaque main. Enfin, tu sais, j'ai un harnais et j'ai rien d'autre quasiment, et ça me permet de faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire. Et la seule limitation avec l'Osmo Pocket et l'iPhone, c'est que pour l'instant, on n'a pas de téléobjectif d'équivalent 80, même 50, tu vois, je prendrais d'équivalent 50-85 qui soit vraiment qualitatif. Et pour moi, pour raconter une bonne histoire, j'ai besoin d'au moins 2 focales, d'au moins 2 valeurs. Et là, l'Osmo Pocket et l'iPhone, on est sur les mêmes valeurs. On est sur du 24. Donc, si tu veux, pour moi, c'est redondant. Mais si, tu vois, on arrivait à avoir, je sais pas, un vœu pieux, une Osmo Pocket 50 mm ou 85 mm, je vois pas qui achèterait ça par mois. Ou alors quitte à en avoir 2, tu vois. Mais parce que je vois mal des optiques interchangeables sur ce genre de caméra. Techniquement, je vois pas comment ça serait possible. Mais vraiment là, pour le coup, on aurait un combo où je me dis, ouais, ok, allez, vas-y, je pars avec 2 iPhones ou je pars avec une Osmo Pocket. Mais ça serait dingue, tu vois. Ça serait fou. Peut-être qu'on y viendra. Hein. Peut-être qu'on y viendra, mais ça serait dingue. Regarde, il y a 10 ans, jamais on aurait imaginé que les iPhones aujourd'hui feraient ce type d'image-là. On n'y pensait même pas qu'un log et du ProRes. Non, mais Et c'est vrai qu'avec le temps, il y avait toujours une question de se dire au fur et à mesure, avec ce qu'ils sont en train de faire là, si Apple sort un jour une vraie caméra, ça serait une dinguerie. Mais on se pose plus la question parce que dès l'instant où ils ont commencé à faire leur keynote avec l'iPhone, on a compris. C'est comme ça que Apple imagine en fait une caméra. C'est ça. Il y a longtemps eu une question de se dire quand est-ce qu'ils vont sortir un appareil photo, Apple, etc. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ils rachèteraient Red et tout. Bon, au final, c'est Nikon qui a racheté Red. C'est ça. Parce qu'Apple et Red, ça a été une histoire d'amour pendant un moment aussi. Ouais. Et en fait, au final, clairement, c'est ça. C'est que ils nous disent clairement, au final, Apple, non, pourquoi vous voulez qu'on fasse un appareil photo? On en a déjà fait un, en fait. Vous l'avez d'entre les mains, c'est un iPhone. Et c'est notre appareil photo, c'est notre caméra. Vous l'avez dans les mains. Et c'est au final revenir, quand tu te rappelles la présentation du premier iPhone, il avait dit un téléphone, un iPod et un web browser, un navigateur Internet. Et maintenant, tu peux rajouter une caméra. Ouais. Et en fait, la philosophie de l'iPhone, de tous les smartphones maintenant, mais qui part de l'iPhone, c'est ça en fait. Et c'est une caméra en fait à part entière. Aujourd'hui, on peut pas dire le contraire. C'est un appareil photo et une caméra à part entière et qui peut même répondre aux besoins d'une partie des professionnels. C'est ça. Et donc pour terminer ce podcast, on vous encourage en tout cas, si vous n'avez pas encore pris l'habitude ou le pli, peut-être simplement à l'utiliser un peu plus. Juste par curiosité de faire quelques tests, et c'est vrai qu'on peut vite se laisser prendre au jeu. Moi, à chaque fois, je suis vraiment ébahi par ce côté accessible, le fait de se dire que ok, mais waouh quoi, Monsieur tout le monde maintenant peut avoir en tout cas un apprentissage qui est sans limite. Moyennant un petit ticket d'entrée quand même au départ. Le ticket d'entrée, voilà, le ticket d'entrée. C'est vrai qu'on dit toujours application gratuite, mais pour avoir l'application gratuite, il aura fallu débourser un certain ticket. Et Monsieur tout le monde qui est quand même un peu sous pour s'acheter un iPhone, mais si vous voulez jouer avec un iPhone et le log à partir du 15, si je dis pas de bêtises. C'est pas 14 le log 14 ou 15 je sais plus. Enfin, faut regarder. On vérifiera. En tout cas, on va dire que le 15 parce que le 15 avait déjà l'USB-C, on pouvait déjà faire l'enregistrement. Déjà ça. D'un 15 d'occasion ou reconditionné, ça à moindre frais, ça permet parce qu'en vrai entre le 15 et le 16, il n'y a pas une énorme différence. Hein. Mais déjà à partir du 15 en reconditionné ou en occasion, si vous avez envie de jouer un petit peu avec ce fameux log, c'est vraiment très très cool. Et en plus de ça, dans mes liens, dans ma bio, je mettrai j'ai un pack de lutte gratuit. Allez. Il est offert, il est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est pas un placement de produit pour le Apple Log, donc vous pouvez le télécharger, on vous le met dans la description. On a fait le tour du sujet, et si ça vous a plu, si vous voulez entendre d'autres choses, des discussions de vidéastes dans un podcast de qualité, il y a ces vidéos qui s'affichent quelque part par ici sur lesquelles vous pouvez cliquer pour aller voir d'anciens épisodes ou de futurs épisodes, puisqu'on se retrouve une fois par mois. C'est ça. Pour discuter un petit peu des tenants et des aboutissants de la vie de vidéaste. On vous retrouve tout de suite. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.